Alors, est-ce que un cours de culture générale ne devrait-il pas être un cours d'histoire? En effet, je m'explique. Si tu veux faire un bon cours de culture générale, faire un cours d'histoire, mais un cours d'histoire totale, c'est-à-dire où tu abordes tous les aspects d'une société, tu abordes toutes les civilisations du monde et avec une approche sur le long terme, c'est-à-dire que tu ne te concentres pas sur une période historique mais sur toutes les périodes historiques, est ce qu'il y a de mieux, à mon goût, comme approche pour la culture générale. En effet, tu abordes déjà l'histoire sur le long terme. Déjà, tu peux voir les évolutions, les ruptures entre les différentes périodes historiques et sur le long terme. Et tu peux aller vraiment à la genèse des choses. Expliquer, bah voilà, aujourd'hui tu as de l'agriculture. Ok, bon, on va repartir du néolithique pour expliquer quand ça arrivait. Tu vois un peu le fait de côtoyer plusieurs espaces permet d'avoir vraiment une de culture générale. Dans le sens où la culture générale n'est pas juste la culture de soi, la culture de l'autre. C'est ouvert sur un autre monde. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Et en plus, l'avantage de l'histoire, la vraie histoire, la bonne histoire, on touche à tout. Mais vraiment, on touche à tout. On touche à l'économie, donc rapport de classe, rapport de société, production, échange, le travail. Le travail, hein. Dis-moi comment tu travailles, je te dirai comment ça se passe. Hein. Quand tu as un malaise au travail comme ça dans les sociétés occidentales, ben, ça traduit bien le malaise des sociétés occidentales. Tu vois un peu tu peux taper le culturel. Là, le culturel, tu tapes de tout. Hein. Dis-moi comment tu représentes ton monde, je te dirai déjà l'état de tes connaissances et puis la vision que tu as de ton monde. Tu vois la culture d'après-guerre, les mecs entre la Shoah et la bombe atomique, c'est caca culotte chez tout le monde. C'est... voilà. Quand tu vois cette foi dans la science, dans une société européenne, dans le dernier quart du 19e siècle, c'est « wow, putain, les mecs, ils sont en pleine bourre ». Voilà. Et dans la culture, dans le sens large. Hein. Science, art, religion, rapport humain. Et ça tombe aussi sur les sociétés. Dis-moi comment est foutue ta société, je te dirai un petit peu quels sont les rapports entre les gens, comment fonctionne ta société. Voilà. Société par exemple, une société européenne où tu fous des vieux dans un hospice puis tu les laisses crever, est une société malade. Une société occidentale qui n'arrive pas à protéger ses enfants, notamment avec des affaires de pédocriminalité ou avec des actes de violence et de barbarie sur les enfants, et qu'on fait pas grand chose, est une société malade. C'est un bon indicateur. Une société où l'enfant est sacré, voilà, tu vois, déjà les rapports dans la société. Donc voilà l'histoire des sociétés. La politique, la guerre, dis-moi comment tu fais la guerre, je te dirais, bah déjà, comment tu fais la guerre, déjà pour les raisons, comment, pourquoi et comment tu traites le truc, voilà. Tu comprends? Voilà. C'est pour ça que si tu veux faire de la culture générale, plonge-toi dans l'histoire. Parce que l'histoire touche tous les aspects d'une société, les touche sur de la longue durée. Cette longue durée permet de voir évolution, rupture, changement. Autre élément, le fait d'avoir une approche globale permet d'avoir une vision de nuancée. Parce que voilà, l'économie en Afrique n'est pas l'économie en Europe. Ça permet de nuancer, de voir les différences, de voir les points de rupture, les avancées, permettent de aussi, on va pas dire de hiérarchiser parce que ce serait quand même profondément insultant, mais de voir les rapports de domination. C'est qui le papa? C'est qui le papa? Et voir où est le centre du monde. Hein, qui a été européen, puis atlantique, puis maintenant bah, c'est dans le Pacifique, hein, avec des puissances comme la Chine, l'Inde, qui sont des puissances du Pacifique ou de l'océan Indien. Donc voilà. Tu veux faire de la culture générale? Fais de l'histoire. Alors, je vais vous parler des Phéniciens et de l'Asie mineure à l'Antiquité. Alors, la Phénicienne. Alors, le point commun entre ces deux civilisations, c'est que elles vont toutes les deux avoir une influence et elles vont surtout être englobées dans quelque chose d'un peu plus gros. J'adore traverser en Afrique parce que les mecs ils mettent pas les clignotants. Qui sont les colonisations grecques et romaines qui à chaque fois vont se servir dans les endroits où ils vont coloniser
pour augmenter leur corpus. Voilà. Chaque fois pour augmenter leur corpus. Donc, on a les Phéniciens, bon, qui vont laisser un alphabet assez riche et assez varié, ce qui va permettre d'avoir une chier de sources historiques, et que ces sources historiques vont nous permettre de connaître ces civilisations. Une colonisation qui va leur permettre de fonder des villes comme Marseille, Carthage, Lisbonne. Toutes les trois vont avoir un impact sur leur histoire nationale, et pour Lisbonne et Carthage quand même une importance au-delà du cadre national, parce qu'il ne faut pas oublier que Carthage, quand il s'oppose à Rome, ils sont, allez, grosso merdo, la deuxième puissance mondiale, et ex aequo avec les Romains, première puissance égale, et que, bah, en gros, c'est pas gagné, quoi. Ça peut être soit Rome, soit Carthage qui gagne, et c'est pas gagné pour Rome. Et que ça aurait pu influencer le destin mondial. Puis Lisbonne, parce que l'importance, le Portugal a son empire colonial à la fin du XVe siècle. Voilà. Donc on a l'Asie mineure aussi. L'Asie mineure qui est quelque chose de très important dans le sens où c'est la future Turquie. Il y a déjà ce mélange, ce melting pot culturel. Il y a déjà, hein, la culture turque est quelque chose de très riche. Hein. Intéressez-vous un peu à cela. J'ai eu des expériences désagréables quand j'ai eu à travailler avec des Turcs au Togo. De par l'honnêteté intellectuelle de certains. Et je sais bien que ce n'est pas tous les Turcs qui sont comme ça. Bon, tous ceux que j'ai vus, j'ai eu des soucis avec, mais bon, c'est pas grave. Donc là aussi, des royaumes, des divinités polythéistes dans tous les cas, ce qui est la norme. Hein. La royauté, le polythéisme sont des choses qui sont à la norme à l'époque. Hein. C'est comme nous, le schéma actuel, démocratie, régime laïque, qui est la norme pour énormément de pays. Voilà. Et donc voilà, on est une petite chier de royaume, et déjà, et à la toute fin de la période que je veux étudier, il y a déjà une présence grecque, avec des peuples grecs qui vont eux rester en Asie mineure jusqu'au déplacement de population post-dislocation de l'Empire ottoman, c'est-à-dire 1920. Donc on a une présence de plus de 2000 ans sur ces espaces-là. Comment démontrer le nomadisme? Alors tu peux retrouver un mec mort. C'est déjà arrivé dans l'archéologie de retrouver des cadavres. Bon, c'est chaud de trouver des mecs vivants. Hein. Ouais. Tu commences à faire de l'archéologie sur les mecs vivants, c'est chaud du cul. Et bien vous savez comment on a réussi à prouver que ce mec-là était nomade? Parce qu'on a retrouvé des résidus dans ça. Il a été conservé, et dans la fossilisation, on a réussi à fossiliser. Son estomac a réussi à être fossilisé. Et on a trouvé des résidus de verre. Le problème, c'est que ce genre de verre, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas là où on l'a trouvé. On en retrouve de 1200 km plus loin. Donc deux options. Soit on s'est gouré et au fond, bah, y a quand même des verres à cette zone-là. Ou soit, et ça c'est l'option qui a été prouvée par d'autres fouilles, le mec était un nomade, il s'est simplement tapé 1200 bornes entre l'endroit où il a chopé ce putain de verre et l'endroit où il a crevé. Et donc voilà, comment prouver qu'un homme a été nomade. Vous vous rendez compte un petit peu comme la beauté de notre science historique, quand même. Comment ça peut être beau l'histoire quand même. Tu trouves une DN, une pétouille, tu analyses, tu regardes, et pouf, ça fait des putains de chocs à pic, c'est mort. Tu te retrouves quand même à... C'est pour ça que l'anthropologie, l'étude des corps, c'est pour ça que l'archéologie est vraiment un véritable bonbon pour nous les historiens. Mais voilà, voilà comment on peut prouver le nomadisme en démontrant, voilà, que sur le corps il y a des trucs et que ces trucs démontrent que ces trucs viennent d'un endroit A, le mec on l'a retrouvé dans un coin B, ça montre les échanges et les flux. Et on a la même chose pour le transport des marchandises. On trouve une marchandise produite dans un endroit A qui est totalement improduisable dans un endroit B par des raisons climatiques ou techniques. Et bien ça démontre qu'il y a eu des échanges entre deux espaces. Voilà à peu près comment voilà à peu près l'analyse historique. Bon, oh putain, il a eu du mal à mettre le clignotant celui-là. Donc voilà.